Il y a combien de personnes connectées, tu dis? Alors là, maintenant, 12 personnes. Qui c'est le monsieur avec les écouteurs barbus que je vois devant moi? Denis Bouchard. Ah. Denis, si vous nous entendez, voilà. Bonjour. Bonjour. Je suis responsable du programme de solidarité internationale à la fondation du groupe EDF. Salut Denis. Salut Thierry. Ils se connaissent apparemment. Ah oui, un peu, Ah oui. bah, depuis longtemps. L'eau et l'électricité. Absolument, c'est indissociable en fait. C'est les utilities de demain. C'est deux formes d'énergie. Donc Thierry, ça devrait te plaire que je qualifie l'eau d'énergie quand même. Ah oui, non, c'est... La Une première énergie source vitale. d'énergie. Absolument. Qui Mais redevient qui à peut, la être mode. aussi, qui peut être aussi source de mort. Comme toutes les On avait énergies. débattu. Eh oui, voilà. On y va, Benoît? Je suis en train de bouger un peu là. Alors, Je me suis mis dans le bureau de Jean-Marc, en fait, qui n'est pas là. D'accord. Et donc, je m'installe. Bon, on va attaquer? Non? on commence, Benoît, si tu veux bien. Oui. Voilà, bienvenue à vous tous qui êtes connectés pour cette session du Cercle Action Internationale pour présenter le rôle des fondations au sein du CNDSI. Thierry Vandeweghe est notre témoin et nous le remercions d'être présent. Et pourra vous présenter cette instance à laquelle il participe. Et Francis Charon est notre cher animateur. Merci Francis aussi. Benoît, tu veux peut-être dire un mot en introduction sur le cercle et ce sujet? Merci Yann. Bonjour à toutes et Oui. à tous. Ça Action bug, internationale. J'espère que vous m'entendez bien. Ça bug Moyen. un peu. Bon. Oui. Moyen. Faut que tu ailles dans Attends, le je vais bureau passer de sur Anne. autre chose. Non, je vais passer sur mon téléphone, ça va aller mieux. Pourtant, je suis au CFF, mais bizarre. Je change de réseau en 2 secondes. Pas d'impatience, les amis. Petit problème technique, 10h06, on va tarder et on va commencer. On a jusqu'à 11h. Voilà. Donc là, ça devrait être bon. Vous m'entendez bien? Donc, merci Anne pour l'introduction. Oui. Non, c'est pareil. mieux. Mais si vous coupez la vidéo, Décidément. ça a l'air mieux, Benoît. Ça a l'air mieux quand même. Vas-y, essaie. Ça a l'air mieux. Voilà, de toute façon, je vais être très bref. C'est pour remercier Thierry Vandeweghe de nous apporter son témoignage dans cette session du Cercle Action Internationale que Francis Charon va animer comme il se doit. Donc Thierry, effectivement, est membre du Conseil national Conseil de CNDSI, Conseil national pour le développement et la solidarité internationale, parmi d'autres fondations. Et il va nous expliquer, et c'est pour ça qu'il est avec nous aujourd'hui, le rôle des fondations, la place des fondations sur ces questions de développement et de solidarité internationale, que Francis connaît parfaitement bien aussi. Et donc, engagé avec vous toutes et vous tous, fonds et fondations connectés pour cette session, pour un dialogue, un échange, voilà, sachant que je rappelle que le Cercle Action Internationale l'an dernier a pu organiser une session avec le MEAE, avec l'AFD, et on est aussi toujours dans cette dynamique, puisque le CNDSI est une structure de l'État, dans une dynamique de complémentarité avec pouvoir public, pouvoir privé. Voilà, donc je ne serai pas plus long. Je rappelle que Thierry Vandeweghe est biologiste de formation, et qui dirige la Fondation Veolia depuis un certain nombre d'années conséquentes, avec une grande expérience, notamment de terrain. On connaît les actions de la Fondation Veolia dans des urgences humanitaires. On connaît aussi sur le choléra, un travail de fond depuis de nombreuses années. Ça, c'était peut-être aussi pour toi l'occasion, Thierry, de commencer par rappeler ce que fait la Fondation Veolia avant d'aller sur le sujet directement du CNDSI. Voilà. Mais écoute, merci Benoît.
Peut-être effectivement, mais 2 mots, mais très, très rapidement sur la fondation Veolia, donc, qui est une fondation d'entreprise qui agit, tu l'as rappelé, hein, dans 3 domaines, dans tout ce qui est développement international. On est une fondation très opératrice, hein, mais on agit donc, et depuis longtemps dans tout ce qui est humanitaire d'urgence aux côtés d'ONG et d'organisations de solidarité internationale. On est là encore en ce moment très présent au Pakistan. Évidemment, on essaye de faire des actions intelligentes sur l'Ukraine. Et puis, on est également dans donc ça c'est de l'humanitaire d'urgence, mais sur des programmes de développement avec un fort tropisme sahélien. Et donc, on vient de terminer, je pourrais en dire quelques mots, mais un programme sur le Mali, sujet d'actualité et programme d'accès à l'eau, puisque l'idée, c'est sur les actions de développement humanitaire de coller au métier de Veolia, et on a beaucoup, depuis longtemps, insisté sur le mécénat de compétences. Et donc, voilà, l'apport de la Fondation aux côtés de nos partenaires ONG, ce sont de l'apport métier, hein, de l'expertise, du diagnostic. Et donc, ça, c'est un fonctionnement que d'autres fondations ont évidemment, mais qui est en tout cas particulier à la Fondation Veolia. On est aussi présent, alors, tu rappelais mon passé de biologiste dans le domaine de la biodiversité, et là, avec une forte attirance, un fort tropisme sur les océans. Je suis d'ailleurs aussi au passage administrateur de la Fondation du Prince Albert II. Et donc, voilà, on a des partenariats d'ampleur depuis de nombreuses années. On est plutôt fidèles dans nos partenariats, mais notamment avec Tara, hein, qui fait un boulot, la Fondation Tara, qui fait un boulot fantastique sur la protection des océans et de leur biodiversité. Et puis, on a un 3e volet qui est l'insertion professionnelle par l'activité économique. Là encore, avec des grands partenariats avec la Croix-Rouge Insertion ou Territoire Zéro Chômeur, qui est ce programme de meilleure prise en compte des chômeurs de longue durée. Donc voilà pour la Fondation Veolia. Je vais, si Francis m'y autorise, tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'ai pris quelques notes, ça sera peut-être un peu rébarbatif, mais ça vous permettra de caler un peu et de vous faire une meilleure idée de ce que c'est le CNDSI, ce Conseil national pour le développement et la solidarité internationale. Alors, ce n'est pas le CICID, parce que certains confondent. Donc, le CICID, c'est un comité interministériel de la coopération internationale et du développement. Donc, c'est un organe gouvernemental présidé par le Premier ministre qui a clairement pour objet de définir la politique d'aide au développement. Là, ce dont je vais vous parler, c'est le CNDSI, qui est une instance consultative, pilotée par l'État, hein, mais c'est cette instance où on débat avec beaucoup d'acteurs non étatiques sur les objectifs et les moyens de la politique de développement de la France. Donc, c'est plus une plateforme d'échange, le CNDSI, mais qui peut voilà, être force de proposition, notamment envers le CICID. Alors, le CNDSI, ce n'est pas de création récente, hein, puisque ça a été créé par la loi d'orientation et de programmation sur le développement et la solidarité internationale en 2014. Ce qui est plus récent, et je vous préciserai ça par la suite, c'est la création d'un collège fondation parmi 9 autres collèges, mais depuis 1 an et demi, effectivement, les fondations ont un collège au sein du CNDSI. Alors, un peu de mécanique, le CNDSI, il y a des plénières régulières, hein, présidées ou par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, donc actuellement Catherine Colonna, ou la secrétaire d'État chargée du développement, qui est même chargée de la francophonie des partenariats internationaux, qui est Chrysoula Zakharopoulou. Et donc, voilà, en plénière, on a la chance de bénéficier ou de la ministre ou de sa secrétaire d'État. Alors, je l'ai dit, il y a 10 collèges aujourd'hui qui composent le conseil, le CNDSI. Et donc, c'est des collèges qui représentent les différentes composantes de la société civile. Alors, il y a un gros collège des ONG, avec une forte présence de coordination sud, mais pas que. Il y a un collège des syndicats, un collège des employeurs, un collège entreprise, un collège parlementaire, un collège collectivité territoriale,
un collège, je les cite tous, parce que ça peut être intéressant, un collège université centre de recherche, et puis un collège également de personnalités étrangères qualifiées et de haut niveau. Et puis, plus récemment, donc, ont été créés, je le mentionnais précédemment, 3 nouveaux collèges, un collège des plateformes multi-acteurs, un collège de l'économie sociale et solidaire, et puis donc ce collège des fondations qui nous intéresse aujourd'hui. Donc ça, ce collège ont été nommés très, très officiellement hein, par une loi de programmation, des arrêtés au bulletin officiel. Et donc voilà, on a là une instance où ce qu'on peut qualifier d'organisation de la société civile échange lors des plénières, mais également par l'intermédiaire de groupes de travaux qui ont été mis en place. Et donc, aujourd'hui, il y en a 8. Je ne sais pas si, Francis, je les cite ou c'est… Si, je pense que c'est assez intéressant de voir comment s'organise cette interface entre la société civile et le gouvernement sur les affaires internationales. Donc, c'est bien d'avoir la liste des groupes, ouais. Voilà, donc il y a 8 groupes de travaux, je les cite, hein, migration et développement, financement du développement, implication du secteur privé, présidence française du G7, stratégie française auprès des banques et des fonds multilatéraux, renforcement de l'espace dévolu à la société civile, et fondation et développement et un groupe jeunesse. Alors, le groupe fondation, qui est l'objet de mon intervention, regroupe, en fait, aujourd'hui, il y a 4 fondations. Alors, certains peuvent trouver que c'est peu, mais c'est quand même un équilibre subtil avec les 10 autres collèges. Le collège numériquement le mieux représenté étant celui des ONG. Donc, nous, on a un collège, 4 fondations, mais qui est ce collège nouveau. Et donc, outre la fondation Veolia, on y retrouve la fondation Orange, représentée par Françoise Cosson, que beaucoup connaissent. On y trouve la fondation L'Oréal avec Alexandra Palt, la fondation Pierre Fabre avec Béatrice Garrett, qui est également, je pense, administratrice du Centre français des fondations. Alors, on pourra, je ne sais pas, aborder la question du choix de ces fondations. Je n'ai pas de réponse, si ce n'est qu'il me semble que ce sont des fondations qui sont opératrices chacune dans leur domaine. Et donc, avec ces 4 fondations, on voit que la santé, l'éducation, l'environnement, tout ce qui est communication est représenté. Je pense que c'est ce qui a conduit au choix de ces fondations. Mais on pourra en discuter. Alors, il y a aussi alors, un petit peu de gouvernance, hein, un bureau avec un représentant par collège. Et donc, là, moi, j'ai été élu par mes collègues pour représenter le collège des fondations lors de ces plénières, de ces rencontres régulières. À côté de ça, le ministère nous avait suggéré de mener des travaux sur les fondations dans le développement et la solidarité internationale. Et donc, ce groupe de travail, qui est un des groupes que je mentionnais tout à l'heure, il est présidé par Françoise Cosson de la Fondation Orange. Plus exactement, il est coprésidé par Françoise et Marie-Jo Desmondes, qui est de l'Institut de recherche et d'application des méthodes de développement. Tous les groupes de travaux sont comme ça coprésidés. Et donc, ce groupe aborde 6 thématiques. Alors, là aussi, c'est un peu long, mais je vous les liste. Hein. Renforcement des capacités d'action des fondations, notamment lors des crises humanitaires. Donc ça, c'est l'aspect humanitaire d'urgence. Il y a déjà eu une réunion intéressante, je peux en dire quelques mots sur ce thème. Amélioration des interactions entre les fondations et les ONG de développement. Ça, c'est un thème cher à notre président Benoît, qui avait, avec Alain Boinet à l'époque, j'allais dire produit un rapport sur le sujet. Hein. Financement des actions en matière de droits de l'homme.
Une quatrième thématique qui est articulation entre mécénat de compétences et volontariat d'échange et de compétences. Ça c'est un thème qui, je pense, peut intéresser Denis Bouchard, qui nous écoute. Et puis, alors, un thème concernant, une thématique concernant la visibilité des fondations françaises dans les enceintes multilatérales. Effectivement, je pense qu'il y a tout un travail à faire sur rendre plus visibles les fondations françaises. On entend beaucoup parler des grosses fondations américaines. Je pense que les fondations françaises, quelles qu'elles soient, gagneraient à être connues, en tout cas mieux connues dans ces enceintes multilatérales. Et puis le dernier thème qui est important, puisque c'est le cofinancement de projets portés par les fondations et le partenariat entre le secteur public et les fondations alors, pour certaines fondations, parce que quand on parle fondation, c'est tout type de fondation. C'est à la fois les fondations d'entreprise, mais également les fondations d'utilité publique, les fondations familiales. Le collège est censé représenter toutes les fondations. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est les thématiques qui sont abordées. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail, je vais peut-être laisser une période de questions, mais il y a déjà eu 3 réunions de ce groupe de travail co-présidé. Je pourrais vous en donner le contenu. Il y a certains d'entre vous, enfin, je ne vois pas moi mon écran qui participe réellement, mais hier, Anne m'a passé la liste des inscrits. Il y a en tout cas déjà, je pense, des gens inscrits à cet échange qui ont participé à ces groupes de travaux. Notamment voilà, la Fondation Schneider, Marianne Echette qui était aussi intervenue dans un des groupes, et puis plein d'autres. Et puis, donc, il y a eu ce groupe de travail. Il y a eu un groupe de travail plus récemment sur le lien et dynamisme entre mécénat de compétences et volontariat, et un dernier groupe, le 3e, qui s'est tenu plus récemment sur tout ce qui était droits de l'homme. C'est également intéressant. Alors, voilà moi ce que... Alors, j'ai essayé de décrire le plus administrativement possible et précisément possible le groupe. Je pense que vous aurez sans doute des questions et j'essaierai voilà, d'y répondre avec quand même le faible recul qu'on a, puisqu'on voilà, on a eu ces groupes de travaux et puis quelques plénières. Mais voilà, pour en tout cas les fondations, c'est quelque chose un exercice un peu nouveau. Je pense que c'est important parce qu'il est important que la voix des fondations soit portée au CNDSI. Et puis, je pense, après, je repasse la parole à Francis ou à Benoît, mais on a déjà échangé avec le CSF qui se disait, mais on pourrait aussi être représenté au sein du collège des fondations, et c'est vrai que le Centre français des fondations en aurait la légitimité. Là, moi, je pense que le choix qui a été fait, alors, il se peut que le collège soit agrandi, hein, mais c'est sur des fondations très opératrices dans un certain nombre de secteurs qui étaient considérés comme voilà, des priorités par le ministère. Ça, c'est mon analyse, mais il y a peut-être d'autres sous-jacents là-dessus. Donc, je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair, Francis. Oui, moi, je trouve qu'on a une bonne vision de ce qu'est le CNDSI avec tous les groupes de travail. Pour répondre à ta question que tu évoques sur la présence du Centre français des fondations, c'est un vieux combat que moi j'avais mené en mon temps et que Benoît a poursuivi en son temps, parce qu'on souhaitait que les fondations soient représentées à titre institutionnel, avec à l'intérieur desquelles il y a des gens qui sont opérationnels. Ce que je constate quand même, c'est qu'il n'y a que des fondations d'entreprise. Oui, alors je me ferai engueuler par
la Fondation Femmes, qui est une fondation reconnue d'utilité publique. Hein. Donc Béatrice me rappelle à chaque fois qu'elle a le statut de fondation de FRUP. Mais bon. La Fondation Fabre. Ouais. Oui, bien sûr, mais c'est quand même... le tropisme a été très évident des relations entre les fondations et le gouvernement, c'est d'essayer de créer des passerelles de façon à voir comment on pouvait amplifier le financement de l'action internationale. Donc ça, c'est une option gouvernementale, c'est son choix. Peut-être là-dessus, pour préciser, pour les personnes qui nous écoutent, qu'effectivement, d'ailleurs, je vois demain Béatrice Garrett, et sa fondation, la Fondation Pierre Fabre, est membre du conseil d'administration, et c'est vrai que c'est elle qui fait le lien avec le conseil d'administration du CFF. Voilà, donc c'est pour donner cette précision-là. Donc, Thierry, ce qu'on entend, c'est que toi, il y a 3 groupes de travail dont tu t'occupes, c'est ça? Et dedans... Non, les groupes de travail, ils sont coprésidés par Françoise Cosson de la Fondation Orange, mais qui nous représente, hein, et Marie-Jo Dezande. Moi, je ne suis que le modeste président du collège, et donc je participe aux plénières, et j'essaye de participer évidemment au groupe de travail, mais c'est vraiment Françoise Cosson et c'est un gros boulot, hein, parce que derrière, il va falloir qu'elle produise un rapport. Et donc, c'est beaucoup de réunions. Et moi, je remercie Françoise d'avoir accepté voilà, d'animer ce groupe, ce qui est pas une mince affaire. Et donc, j'entends de ce que tu dis que ces groupes appellent à consultation, quand ils se réunissent, des gens qui viennent de fondations diverses et variées pour alimenter la mécanique, c'est ça? Oui. Oui, alors c'est un système ouvert, en fait. Voilà, je peux, mais pour être précis, par exemple... Thierry, juste pour finir, c'est-à-dire qu'en fait, comment vous faites? Vous convoquez des gens, vous leur demandez de venir, ou vous avez un agenda qui est visible quelque part et où les gens peuvent s'inscrire ou proposer de venir parler? Non, aujourd'hui, alors c'est peut-être un point effectivement d'amélioration, mais aujourd'hui, on essaye selon les thèmes d'inviter des gens, voilà, pertinents. Alors, juste par exemple sur le mécénat de compétences et volontariat, il y avait Patricia Benchena qui est la directrice de la philanthropie au sein de la Fondation Schneider. Il y avait Marianne Échet, que vous connaissez bien aussi, qui est présidente de l'Alliance pour le mécénat de compétences. Il y avait un représentant, Yann Delaunay de France Volontaire. Il y avait Liane Coopération, Centraide, et Jean-Pierre Mahé, expert solidaire. Alors, on aurait peut-être pu ouvrir plus, mais comme vous le savez, c'est pas facile d'organiser des réunions et de mobiliser les gens. Donc, on essaye par un échange, voilà, de voir qui pourrait témoigner, intervenir lors de ces groupes de travaux. Très bien. Est-ce que dans les participants, il existe quelqu'un qui veut poser des questions, prendre la parole? Monsieur EDF. Oui, moi, j'ai une question simplement. Je n'ai pas bien compris la relation entre le CNDSI et le CICID, je crois, c'est ça, le CICID, l'organisme qui dépend du Premier ministre? C'est CISIDE? Oui. Je ne trouve pas ça sur Internet. Comité de solidarité internationale et de développement. Ah, il n'y a pas de I, d'accord. Comité de solidarité internationale, d'accord. Oui, non, c'est CICID. CICID. Ça se trouve. D'accord, ça y est. Je pense qu'il ne s'est pas réuni, mais là, Benoît doit être plus compétent que moi, que le CICID ne s'est pas réuni depuis un moment. Il y a une prochaine réunion à venir, mais dont je ne connais pas la date. Je ne sais pas si elle a été encore définie. Le CICID, c'est vraiment l'instance interministérielle qui décide et qui oriente la politique française d'aide au développement. Et donc, nous ne sommes pas,
quand je dis nous, c'est voilà, l'ensemble des collèges représentés au CICID. C'est vraiment un organe interministériel comparé au CNDSI, voilà, qui est cette plateforme d'échange. Par contre, le CNDSI peut être force de proposition et, j'allais dire, consulté. Et après, le CICID décide, hein, mais on peut être consulté. Il y a un autre document qui, je pense, est intéressant à mentionner. Je pourrais passer les coordonnées à Anne Fleury, mais c'est ce que dans le jargon ministériel, on appelle le DOS, donc qui est le document d'orientation stratégique pour le partenariat avec la société civile et l'engagement citoyen. Et donc, il y a un document d'orientation. Alors, il y en a dans plein de domaines, hein, des DOS, mais celui-là, c'est sur le partenariat avec la société civile et engagement. Et donc, là, il y a un projet de DOS 2022-2027 qui est assez intéressant, que je pense qu'on trouve facilement sur Internet. Et notamment, alors, parce que je l'ai sous les yeux, le préambule, c'est l'écosystème de la société civile impliquée dans les questions internationales, c'est l'objet de ce groupe, se complexifie et se diversifie, ça n'a pas échappé au ministère des Affaires étrangères. Et donc, moi je trouve que c'est important, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères reconnaît comme organisation de la société civile, OSC, les associations de solidarité internationale, ASI, les fondations, quelle que soit leur nature, et il est précisé reconnu d'utilité publique, d'entreprises privées ou familiales, les coopératives et un certain nombre d'autres acteurs. Mais en tout cas, on est maintenant, et ça, je pense, Francis, toi qui commence à avoir du recul sur ces choses-là, je pense que c'est nouveau que les fondations soient reconnues comme organisation de la société civile. Et ça peut être important alors, pour avoir accès à des cofinancements, pour être reconnu, pour que notre voix soit portée. Il y a encore un subtil jeu entre ce qui est ASI, Association de solidarité internationale, OSI, Organisation de solidarité internationale, et OSC. Dans le texte, si vous lisez le DOS, c'est pas tout à fait clair. On voit que chacun essaye un peu de se positionner. Mais en tout cas, moi, je pense important que les fondations soient mentionnées dans ce document, documentation d'orientation stratégique pour les 5 prochaines années et qui nous reconnaît comme acteurs, entre autres, de la coopération internationale, mais pas que. De toute façon, je pense que le document est sorti, là. Tu l'as? Oui. Donc, j'ai un projet, mais je pense qu'on le trouve sur… voilà. C'est celui qu'on avait présenté, Anne, à la dernière réunion de l'AFD. C'est un autre, qui était l'orientation de la coopération. Ça c'était le document de l'AFD, là, c'est un document c'est ça, parce que peut-être pour préciser, l'AFD, effectivement, a fait ensuite un document qui découle du CICID de février 2018. Donc, nous sommes actuellement sur le CICID 2018, Comité interministériel de coopération internationale au développement, avec l'AFD et toutes les structures après de l'État qui doivent s'en inspirer. Et effectivement, Thierry, je partage ton avis. Francis a plus de recul que nous encore, mais oui, je crois que le travail ces dernières années, et puis Anne Fleury en est témoin, parce que il me semble important aussi au niveau du CFF qu'on continue à être très présent dans le domaine international, même si on sait que la plupart des fonds et fondations agissent principalement sur le territoire français ou en Europe. Hein, et pareil aux États-Unis, hein, c'est d'abord ce qui est autour de soi, et nous, on est ici entre fonds et fondations qui avons aussi le souci de l'international, en espérant qu'on sera de plus en plus nombreux, que ce soit pour la culture ou la solidarité. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, je crois qu'aujourd'hui, les fonds et fondations, on le voit de plus en plus, et ça fait plaisir. Encore hier, j'ai entendu un ministre citer les fondations, et il a dit les ONG et les fondations. Alors qu'habituellement, on disait toujours les ONG, et je me rappelle de l'époque de François Hollande, d'être souvent intervenu pour dire, mais voilà, c'est-à-dire qu'il parlait des associations, mais jamais des fonds et fondations. Donc voilà, petit à petit, ça fait des petits, et tant mieux, hein, puisque nous savons ce que ça représente en complémentarité aux associations. Voilà, je referme la parenthèse, mais c'est bien de souligner, Thierry, parce que ce que vous faites au CNDSI, ce que font les fonds et fondations dans ces domaines-là, petit à petit, donne une visibilité et un intérêt à ce que nous pouvons faire, en plus
et en partenariat, en complémentarité avec les associations, les entreprises, les collectivités locales et tous les partenaires. Alors, je rebondis sur l'international ou en Europe, parce que je pense qu'il y a collectivement sans doute une réflexion à mener sur effectivement le domaine de la solidarité internationale et européenne. Je pense évidemment à la terrible guerre en Ukraine, mais je pense qu'il y a une réflexion collective. Alors, je vais peut-être être un peu provocateur, mais je pense que le modèle que tu citais, des French Doctors et de l'intervention classique des ONG, alors je ne veux pas dire qu'il soit à bout de souffle, pas du tout. On travaille beaucoup, nous, avec des grandes ONG, mais il demande à être revisité, notamment dans les interventions en zone urbaine et notamment en sortie de conflit. Moi, je ne crois pas et j'ai l'expérience qui date un peu, Francis, mais on en parlait tout à l'heure, du Kosovo. Je ne pense pas que les ONG seules seront capables, notamment dans le domaine des infrastructures, d'être efficientes. Et donc, il faut travailler sur des modèles un peu plus hybrides. Et je pense que les fondations, qu'elles soient d'entreprise ou pas, mais peuvent avoir un grand rôle à jouer, non pas en solo, mais effectivement en essayant d'inventer des approches plus mixtes, plus hybrides, qui, à mon avis, seront les seuls à être efficaces quand il va s'agir de rebâtir des infrastructures. Alors, je vois Denis, d'énergie, de télécommunications, d'assainissement, d'eau, de santé, et que les besoins seront gigantesques. En face, je pense que les financements seront là, mais que si on veut être efficace, il faut qu'on ait plus de lieux d'échange, de lieux j'allais dire de codécision avec l'ensemble des autres acteurs de la société civile, ONG, mais pas que. Et moi, je pense que le CNDSI et le groupe international du CSF peut être un lieu d'échange où on essaye de caler nos interventions. Ce qui est, alors, c'est peut-être prématuré parce que la guerre est encore, malheureusement, sévit encore, mais je pense que dans une phase de post-conflit et certain nombre de reconduction, il faut qu'on ait une approche plus hybride. Les entreprises seules ne pourront pas faire un boulot avec la dimension sociale que ça nécessite. Les ONG seules, face à des chantiers gigantesques, elles auront des difficultés. Et donc, alors, je ne sais pas si c'est maintenant qu'il faut poser la question. Mais c'est important, Thierry, ce que tu dis, parce qu'en dehors tu parles d'infrastructure, mais la phase de reconstruction, l'Ukraine nous montre quelque chose, c'est-à-dire que d'un seul coup, on a fait basculer 12-15 millions de personnes dans la pauvreté la plus extrême, c'est-à-dire les gens ont quitté chez eux, ils n'ont plus à bouffer, ils ont des vrais problèmes, etc. Donc l'activité de intervention ONG devient une activité, entre guillemets, d'action sociale, parce que ça ne va pas... L'ONG de projection, comme tu le disais, traditionnelle, ne convient plus sur ce genre de théâtre. Il faut se diversifier, donc la diversification nécessite la multiplicité des acteurs, et je pense que le groupe des fondations ici fait partie de cette dynamique qui pourrait réfléchir à cette démultiplication, comme tu le dis. Alors, il y a aussi, et ça, il y a eu pas mal d'échanges et des décisions prises sur la meilleure prise en compte des organisations de la société civile des pays d'intervention. Alors, initialement, on parlait plus du Sahel, mais il existe maintenant des structures très compétentes, que ce soit des ONG, du tissu associatif, dans les pays récipiendaires de l'aide. Jusqu'à présent, on les prenait
assez peu en compte, elles n'avaient pas accès à un financement direct. Et donc, il y a toute une réflexion, en tout cas en cours. Et puis, sur l'Ukraine, je pense qu'il y a un tissu associatif. Enfin, j'espère choquer personne, mais l'Ukraine et le Zimbabwe, c'est pas le même type j'ai rien contre les Zimbabwéens, même pas le même type d'intervention. Et ça aussi, il va falloir peut-être mieux prendre en compte si on est amené à intervenir en Europe, voilà nos façons de faire qui doivent être adaptées à ces pays qui avaient avant la guerre un niveau de développement équivalent au nôtre. Oui, madame. Je vois pas Denis. Je pense que Denis Bouchard était avant moi, mais je pense que Denis Bouchard voulait la parole juste avant. Non, ça va. Oui, merci. Je voulais juste vous remercier mille fois pour ce descriptif et aussi peut-être apporter une petite contribution. Alors, je suis Sylviane Rath de Vital Strategies et nous, on a un modèle un petit peu complexe. On essaie encore de se positionner dans le paysage des fonds. Alors, on a un fonds de dotation en France, mais on est une ONG internationale avec un fonds de dotation en France. Donc, on est un petit peu hybride. Et on est aussi largement financé par Bloomberg Philanthropies, qui a déjà une approche qui pourrait être intéressante. Ça ne veut pas dire que ça... Enfin, ils ont beaucoup d'argent, les fondations américaines, c'est spécifique et c'est un peu complexe, on n'a pas les mêmes modèles. Mais par exemple, sur pas mal de projets, on voit très bien ce début d'approche d'amener tous les acteurs ensemble. Donc, Bloomberg Philanthropies sur un sujet que je connais bien parce que je suis impliquée sur la sécurité routière à l'international dans les pays à faible et moyen revenu, va amener la Banque mondiale, l'OMS, des ONG ou fondations comme nous, la Croix-Rouge internationale. Donc, je pense que ça existe et ça existe aussi dans le paysage européen. Moi, ce qui m'intéressait parce que vous êtes vraiment en représentation des fonds et des fonds de dotation, mais aussi de la société civile, hein, du coup, puisqu'on fait partie de la même chose. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions et tout le monde est en train de chercher des moyens. Benoît, on a les mêmes discussions avec OSH, quand les sujets deviennent hyper complexes, on a beaucoup de mal à avoir une capacité d'action. On a beaucoup de discussions, on voit très bien ce qu'il faut faire. Et je voulais voir avec vous quel est le potentiel des mécanismes de pousser ce conseil à créer les mécanismes qui vont nous permettre d'agir ensemble, de collaborer, parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens pour créer ces mécanismes de collaboration et pas beaucoup de financement, vraiment du jus de cerveau, de la petite main, d'organiser des réunions, d'essayer de ne pas doublonner, parce qu'on est tous dans des multitudes de discussions et c'est toujours les mêmes personnes, comment on arrive à gérer ces choses-là. Donc, je me demandais s'il y avait, au-delà des discussions et des travaux, une réflexion sur les mécanismes pratiques plutôt que de larges rapports et de documents que personne n'a le temps de lire. Excusez-moi, mais je suis un peu brutale, mais je ne sais pas vous, mais je ne sais pas si vous arrivez à tout lire. Moi, je suis submergée de choses à l'international en suivant l'actualité des Nations Unies aussi, les grandes recommandations de l'OMS, par exemple, sur la santé. Il y a énormément de choses à lire et je me demande s'il n'y a pas besoin de mécanismes. Et je sais, Benoît, tu réfléchis aussi à ça dans le cadre de OSH, mais c'est juste un cri d'alerte des groupes de travail avec des rapports et des documents. Et en fait, on est tous noyés. Et moi, j'arrive plus à me connecter sur du concret. Donc voilà, je voulais juste contribuer et voir comment nous, on peut être utile aussi dans le cercle international. Je remplace ma collègue Claire Verhaeghe qui est en congé parental, qui suivait ce groupe. Et donc voilà, je suis nouvelle aujourd'hui pour les discussions. Merci. Merci Thierry. Les groupes qui travaillent, elles sortent.
elles ont des points de sortie prévus ou elles élaborent au fur et à mesure? Alors, je ne sais pas ce que tu appelles point de sortie, mais il y a un rapport, en tout cas, qui est attendu par le ministère en septembre. Et les comptes rendus, alors qu'on trouve d'ailleurs hein, sur Internet, sur le site du ministère, je pense qu'il y a une pochette CNDSI, on trouve les comptes rendus à la fois des plénières, mais aussi, je pense, des groupes de travail. Voilà, mais oui, il y a un rapport voilà, qui sera co-coordonné par Françoise et Marie-Jo, qui est attendu en septembre. Avec des recommandations pratiques? Sans doute, ça c'est à la main, c'est à la main des co-rapportrices, mais j'espère. Ah, tu leur rappelleras que c'est un souhait. Oui, ceux qui me connaissent savent que je suis parfois trop pragmatique. Et il y a déjà les mécanismes, on voit, alors ceux qui ont fréquenté l'Agence française de développement ou le centre de crise et de soutien que Benoît connaît bien aussi, la présence des fondations est quelque chose de nouveau et vu de l'AFD d'intrigant. Et donc, il n'y a pas encore de mécanisme, il n'y a pas de guichet, par exemple. Et donc, quand on tape au guichet ONG, on nous dit ah ben non, vous n'êtes pas ONG, circulez, il n'y a rien à voir. Moi, je suis en train de remplir un programme là, que j'espère voir cofinancé par le ministère. Les cases sur le CERFA, parce qu'au bout d'un moment, il faut faire un CERFA, elles ne sont pas du tout adaptées aux fondations. On est aujourd'hui un objet étrange et je pense que voilà, le mécanisme pratique, il va déjà débuter par une meilleure reconnaissance de l'intérêt des cofinancements et des bailleurs, et notamment de l'AFD, mais d'autres aussi financeurs, et puis par la mise en place de mécanismes très concrets. Alors, c'est très lourd hein, pour ceux qui ont déjà joué. Moi, jusqu'à présent, à la Fondation Veolia, on n'avait pas eu de cofinancement direct d'argent public. On a eu un cofinancement pour une action d'accès à l'eau au Mali, alors qui heureusement s'est terminé il y a un mois. Donc, mais c'est alors au niveau reporting, au niveau screening des bénéficiaires, au niveau procédure, on n'était pas prêt. Hein, et alors on est en train de se recadrer, mais c'est quelque chose de lourd et je pense on avance aussi en marchant. Je dois souligner que le ministère, tout en étant très exigeant, nous aide aussi. Hein. Ils ont conscience qu'on est sans doute moins à l'aise qu'une ONG dans ce qui est utilisation d'un logiciel de criblage et de procédures de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme. Ouais. Denis n'a pas l'air d'accord. Je complète ce que tu dis. L'AFD, les discussions qu'on a eues l'année dernière, les rencontres, etc., nous ont montré que maintenant, l'AFD est prête à monter des programmes en collaboration avec des fondations. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Et on aura une session au début de l'année, hein, Anne, de nouveau avec l'AFD pour voir quels ont été les progrès qui ont pu être faits pendant cette dernière année. Ça nous permettra de nous recaler avec eux et de voir comment ça se passe. Ça sera visio ou présentiel, je ne sais pas, on verra. Moi, j'ai participé à cette réunion, c'était très intéressant parce que je pense que c'était une première. Ouais. Et c'était intéressant aussi pour l'AFD d'écouter un peu ce qu'avaient les fondations et les autres acteurs à raconter. Et c'était une bonne réunion, je pense, intéressante, avec des retombées positives. De toute façon, Benoît le sait, parce que ça a été un grand acteur de ça, les relations avec tout ce qui est ministère des Affaires étrangères, AFD, et avec le centre de crise, se sont fluidifiées de façon absolument extraordinaire. On est rentré dans un processus de collaboration, on va dire, sinon de partenariat, mais de collaboration. Aujourd'hui, le centre de crise, c'est 500 millions à sa disposition, donc c'est quand même des chiffres absolument gigantesques. Et avant, tu te souviens, Benoît, c'était combien? 50 millions
c'était très peu, quoi. Puis on a connu ça où c'était même 2 millions. Oui, au début, c'était ça. Ouais. Et petit à petit, avec les Mais différents directeurs, on a pu amplifier l'affaire, qui sont en même temps c'est pour vrai l'urgence que et en même temps de la reconstruction. Hein. c'est Ils vrai que appellent c'est ça pour pas reconstruction, ils appellent ça Stabilisation. stabilisation, voilà. oui. Alors, c'est vrai que d'une façon générale, puisque tu citais Thierry, le rapport que l'on a fait en 2010 avec Boinet, on voit, et Francis a une grande expérience de ça, il anime aussi le GRUPS, quand on arrive à se structurer entre nous, et ça rejoint ta question, Sylviane, hein, quand on arrive, effectivement, c'est du temps, c'est des réflexions, mais quand on arrive à s'accorder entre nous, à se structurer, à faire des propositions communes, on est entendu. C'est quand même l'expérience qu'on peut retenir dans l'humanitaire, dans tous les domaines. Francis, tu l'as fait toi aussi au niveau de la philanthropie en France. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, ce que dit Sylviane et Thierry est un des partenaires de OSH Forum avec la Fondation Veolia. Et il se trouve que demain soir, je suis invité par le Grand Est sur un colloque vendredi Une seule santé, et qui je retrouve parmi les intervenants, ça m'a surpris, le directeur du centre de crise, Stéphane Romaté. Donc, pourquoi? Parce que aussi, on sait très bien que dans les situations humanitaires, il faut travailler tout de suite sur l'écosystème et donc une approche globale, ce qu'on peut appeler le One Health humanitaire. Donc, on se rejoint étape par étape les différents acteurs et donc je dirais que toute cette énergie que passe Thierry dans le CNDSI, les uns les autres, dans des groupes, moi je reste toujours très optimiste par rapport à ça. Ça fait partie de notre job. On ne peut pas rester que sur notre fonds et fondations. On doit partager aussi ce que l'on sert dans l'intérêt général à côté. Et c'est comme ça que nos partenaires amènent des moyens. Alors, précisons quand même que l'AFD travaille déjà avec des fondations. Hein. J'ai été pendant 12 ans directeur de la Fondation Mérieux. Dès 2007, 2008 exactement, on a eu des financements de l'AFD sur de la biologie. Pierre Fabre en a aussi. Donc, c'est déjà le cas pour des fondations d'avoir des financements AFD. Mais ce que tu voulais dire, Francis, sans doute, et ce que l'on sent, c'est qu'ils ont envie d'amplifier. Ils ont envie d'amplifier et d'encourager des programmes mutuels, collaboratifs, parce qu'effectivement, ils voient qu'on est des relais de la puissance publique. Traditionnellement, on vient de sommes d'argent importantes, bilatérales, versées d'État à l'État. Ça se fait toujours, mais il y a aussi, comme c'est le cas en France, quand on passe par des associations sur des territoires, toute la capacité d'avoir des gens professionnels et en lien avec les pouvoirs publics. Donc, dans cette articulation pouvoir public, acteurs privés, professionnels, on a encore du cheminement. Voilà. Là, j'ai conscience d'être sur des choses très macro, très générales, mais c'est pour encourager ce que l'on fait. Quand je disais que les relations avec les pouvoirs publics sur la solidarité internationale se sont beaucoup améliorées, ce que je veux dire, et je viens dans ton sens, c'est-à-dire que on n'est pas que des quémandeurs de financement, c'est-à-dire on devient des acteurs à part entière d'une politique qui s'élabore, parce que quand ils ont fait le cadre politique de l'action française internationale, beaucoup de gens qui sont autour de cette table ont été partie prenante. Je rappelle aussi qu'il va y avoir un nouveau forum humanitaire, je ne sais plus quand, bientôt, pour lequel il y a un certain nombre d'ONG et de gens qui travaillent à élaborer le programme. Et ce forum humanitaire, dont le premier avait été fait, vous vous souvenez, clôture. C'était pendant le Covid, il avait été clôturé par le président de la République, mais c'est devenu une instance qui est une instance assez exemplaire de la relation entre les ONG, l'international et le gouvernement, parce que on pose des problèmes, on pose des questions comme vous venez de le poser, et ensuite on essaye de trouver des réponses. Trouver des réponses à chaque étage. Donc c'est quand même assez intéressant, et je dois dire que c'est assez exemplaire pour essayer de dépliquer le modèle dans d'autres secteurs. Oui, alors Francis parle d'actualité, parce que je pense que ça intéresse nos amis qui sont connectés, puis il va falloir que Denis Bouchard puisse exprimer sa question. C'est la CNH dont tu parles, Francis, hein. C'est la Conférence nationale humanitaire, la CNH, tous les 2 ans. Et effectivement, le modèle, nous l'avions préconisé dans le rapport, c'était d'avoir d'abord un groupe de concertation humanitaire, et ça s'est fait, et d'avoir cette conférence. Et comme le sait Francis, pour les fonds et fondations connectés, dans le domaine philanthropique, on est en train de demander, avec d'autres, France Générosité, l'Amicale, à avoir la même chose dans le secteur de la générosité et de l'engagement. C'est-à-dire, une fois de plus, que voilà, quand on se structure, qu'on s'organise, on voit le niveau en face de nos partenaires des pouvoirs publics qui s'élève, parce qu'ils sont obligés de prendre en compte nos arguments et nos propositions. Tout à fait. Denis,
Oui, je voulais juste intervenir sur 3 points. Le premier, c'est que la question de la place des fondations, c'est pas à l'international, c'est pas complètement déconnecté des questions fiscales, évidemment, hein. Et ceci explique peut-être cela, c'est-à-dire qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi à l'international quand on est une fondation avec des fonds défiscalisés. Mais vous connaissez la problématique aussi bien que moi. Le deuxième point, c'est le débat sur la capacité, les avantages comparatifs des uns et des autres, que ce soit l'Ukraine ou que ce soit pour d'autres domaines, notamment en situation humanitaire. C'est aussi un débat qu'on connaît bien, mais ça mérite de le redire. Entreprises, fondations, ONG et gouvernements ont des avantages comparatifs différents, que ce soit en termes d'agilité ou de capacité ou de force de frappe ou de rapidité, mais on sait très bien quand il y a une grosse catastrophe, même les moyennes ou petites ONG ne passent pas, hein. Il n'y a que les premiers qui interviennent lorsqu'il y a un cyclone. Souvent, c'est l'armée, à condition encore que le pays concerné l'autorise. Mais on voit bien qu'il y a un ordre d'intervention, ce n'est pas seulement une question de capacité ou de volonté. Et puis, troisième, et donc quand on parle de l'Ukraine ou quand on parle du Kosovo, hein, si ma mémoire est bonne, je devais être dans la même réunion que Thierry au moment où il y a eu les histoires du Kosovo au ministère des Affaires étrangères. Bon, on voit bien, et on voit les mêmes choses en ce moment sur l'Ukraine, où on voit des articles sortir sur les intérêts économiques cachés de l'Allemagne ou des États-Unis. On sait bien que l'argent se libère plus facilement pour aller reconstruire un endroit dont on pourra sortir un certain nombre d'intérêts ou de profits que pour aller aider des populations qui meurent de faim, mais qui de toute façon ne représentent aucun intérêt économique, pour parler cyniquement. Donc, voilà, faisons la part des choses entre développement et reconstruction, hein. Je crois qu'on ne parle pas exactement de la même chose. Donc, faut pas, les deux ont leur intérêt, mais il ne faut pas se tromper de bataille ou se tromper de domaine. Et puis, un troisième point, et je rejoins ce que disait Sylviane, je crois, hein, c'est qu'effectivement, on est toujours un peu, comment dirais-je, j'hésitais entre perplexe ou pantois. Devant les comités Théodule. Surtout quand c'est les comités Théodule qui sont là pour conseiller d'autres comités Théodule qui vont faire un rapport pour un troisième comité Théodule. Je le fais aussi un peu cash, parce que bien évidemment, toutes ces instances ont leur intérêt. Toutes. Je ne suis pas en train de nier ça. Mais je dis simplement qu'on n'a que 24 heures par jour, on n'a que quelques années d'espérance de vie, on a quelques dizaines, centaines ou millions d'euros à gérer. Et que des fois, on choisit ses combats. Voilà. Et que s'il y en a qui ont du temps, de l'énergie ou des compétences, hein, pour aller dans des comités Théodule en se disant que forcément un jour ça fera avancer le schmilblick, d'autres de temps en temps se disent que pendant qu'ils causent, on va aller mettre des bornes fontaines où on va aller faire en sorte que des gens ne meurent pas de faim, quoi. Parce qu'il y a dans des problématiques de développement des sujets de court terme et des sujets de long terme. La logique du colibri, c'est de faire ce qu'on peut là où on est, le mieux possible. Voilà, donc parfois, je pense qu'il faut aussi être économe de ses ressources. Non, mais je comprends bien, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'il faut être en même temps praticien et en même temps théoricien. Donc, c'est pas obligatoirement les mêmes gens. Du brouillard sort quand même un certain nombre de choses. Si on regarde ce qu'était le paysage il y a 10 ans, ça n'a rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. C'est parce qu'il y a des gens qui ont ramé dans le brouillard pour que se mettent en place un certain nombre de choses. Et c'est des gens aussi qui ont ramé en étant des praticiens, parce qu'on ne fait pas que de la théorie. Donc voilà, je voulais juste vous dire un truc. Oui. Il est 10h57 et Thierry doit nous quitter à 11h, je crois. Donc ce que je voulais faire, c'est si quelqu'un dans ceux qui n'ont pas posé de questions veulent lever la main, c'est vite le moment, si vous voulez demander des choses à Thierry. Je suis désolé, Benoît. Pas de main levée. Bon, alors Benoît, vas-y, dis ce que tu voulais dire. Alors, je voulais compléter. Je crois que Denis sait très bien qu'on agit souvent sur des conséquences de problèmes et qu'on a envie de travailler sur les causes aussi. Donc, c'est-à-dire, effectivement, pour ma part, j'ai commencé il y a 30 ans sur le terrain au Libéria, Somalie, avec Action contre la faim. Et quand on monte dans la hiérarchie, qu'on a des responsabilités, tôt ou tard,
et ça a été mon cas, j'ai poussé pour qu'on fasse du plaidoyer. Ça a été les grands débats à Action contre la faim, parce qu'effectivement, si on peut éviter le déploiement d'équipes, les mettre en danger, donc surjouer sur d'autres facteurs, et on rejoint les finalités de ce qu'on fait. Oui, il faut des bancs de fontaine, mais il faut qu'ils soient utilisés, et puis, donc voilà, l'un n'empêche pas l'autre, bien au contraire. L'action est complémentaire, et on a besoin d'un ensemble, et on a surtout besoin d'être connecté à ces actions-là et de travailler sur les finalités de ce que l'on entreprend. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a des gâchis, et ça je le maintiens, de financement par des verticalités, par des choses qui pourraient être gérées peut-être différemment. C'est là où il y a question, c'est là où on peut... Si je peux me permettre, Benoît, si je peux me permettre, je suis complètement d'accord, hein, et c'est loin de moi l'idée de nier ça. La seule chose, c'est que il faut aussi, on a parlé à plusieurs moments de lourdeur, de pesanteur, de choses comme ça. Il ne faut pas oublier que la question de l'efficacité ou de l'efficience, elle se porte sur les programmes sur le terrain. Il faut que les bornes soient bien placées au bon endroit, au bon des bons publics, et qu'elles marchent, et qu'elles soient entretenues, etc. Il faut aussi poser la même chose sur les comités Théodule. D'accord. C'est juste une petite réflexion. Je m'excuse, Denis, je vais couper parce que il reste 3 minutes et la machine va s'arrêter. On va tous disparaître d'un seul coup. Je voulais remercier Thierry parce que comité Théodule ou pas Théodule, en fait, on s'est beaucoup battu pour le CNDSI, un certain nombre d'entre nous, pour que, un, il existe, et deux, que les fondations y soient représentées. Je pense que Thierry, il fait un travail formidable avec ses collègues. Il nous a donné les voies d'accès qu'on trouve sur Internet. On peut demander, on peut poser des questions au Centre français des fondations à travers Anne. Et voilà, donc ce qu'on essaye de faire avec ce groupe, c'est de vous faire progresser dans la connaissance de ce qui existe dans des univers, justement, qui ne sont pas obligatoirement ceux qui sont opérationnels, mais de vous montrer comment on s'inscrit dans une grande dynamique générale. Et donc, on devra se retrouver au mois de janvier, je crois, sur la réunion avec l'AFD ou début février, de façon à ce qu'on fasse de nouveau le point là-dessus et qu'on fasse un état des avancées. Thierry, donc merci. Tu veux dire un mot juste de conclusion? Non, ben moi je... Ah, il y a écrit, il reste 5 minutes à votre réunion. Non, ben, moi je remercie le Centre français, et moi j'apprécie effectivement qu'on puisse parler sans trop de langue de bois, et c'est, je pense, important qu'on ait voilà, ces échanges. Et merci Denis. Voilà, est-ce que, je suis sûr que tout le monde est frustré, mais est-ce que personne n'a un mot à dire dans tous les petits ronds qui n'ont pas de visage, KARRCMHBECTMB? Personne? Ben écoutez, je vous remercie infiniment. Nous te libérons à 11 h comme tu nous l'avais demandé. Et en tout cas, merci Thierry d'avoir pris un peu de temps qui t'est compté pour venir nous parler du CNDSI. Merci à tous. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Et je remercie Anne-Fleury tout spécialement de travailler avec acharnement pour monter ces réunions et gérer le groupe de l'Action internationale. Merci et au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.